Merci, M. le Président. Bienvenue aux témoins. Mes questions vont se diriger vers M. Brazeau du côté de l'Association des chemins de fer. C'est certain que lorsque j'écoute votre témoignage, je trouve ça un peu troublant que le gouvernement a essayé de quoi? Après 18 mois, il a vu que, dans le fond, il avait fait fausse route, il a éliminé ça, puis là, il revient avec la même chose. Donc, je sais pas, là, je pense que c'est Einstein qui a déjà dit que si on fait la même chose, on risque d'avoir les mêmes résultats. Donc, j'essaie de comprendre, comme tout à coup, qu'est-ce qui aurait changé, qui ferait en sorte que cette fois-ci, ça pourrait bien fonctionner versus ça. Moi, je ne suis pas un spécialiste de votre industrie comme vous l'êtes, juste un économiste, mais j'aimerais ça une comparaison parce que je peux comprendre que l'industrie du grain veut plus de compétition, donc normalement, ça sonne bien à mes oreilles parce que ça baisserait les coûts. Mais qu'est-ce qui en coûte de transporter du grain, mettons, je ne sais pas moi, si on arrive puis on a un comparable, on se rend au port de Vancouver, mais si du côté américain, pour le Maine 160 km pour se rendre au port de Seattle, est-ce que le coût est vraiment beaucoup plus cher de transporter du grain au Canada qu'aux États-Unis? Est-ce que vous pouvez me parler des coûts de transport pour les producteurs de grains américains versus canadiens pour se rendre au port du côté du Pacifique? Avec plaisir. On a une étude indépendante qui a été publiée au mois de décembre 2022, CPCS, d'une firme de consultation internationale, qui a fait une étude de tous les frais, les coûts de transport ferroviaire à travers le monde. Et le résultat, c'est que le Canada a des coûts de rail, des frais de rail, les moins élevés au monde, à part de la Chine et la Russie. Okay? Donc, on comprend qu'il faut faire une évaluation, une comparaison avec des pays là, qui ont des marchés libres, là, comme le Canada. Nos frais de transport sont 11 plus bas que les États-Unis. Les chemins de fer canadiens réinvestissent d'année en année environ 20 à 25 de leur revenu total dans leurs infrastructures, dans leurs équipements, dans les nouvelles technologies. Donc, si on regarde de ce côté-là, le service est là. C'est un service d'excellence mondiale à des frais qu'on voit les moins élevés comparaison à des pays là, semblables au Canada. Donc, on essaye, nous, de comprendre c'est quoi le but ultime. Puis quand le projet pilote a été terminé en 2017, ce que le gouvernement a fait, ils ont introduit l'interconnexion à longue distance pour remplacer l'interconnexion de 160 km. Donc, les expéditeurs, aujourd'hui, ont l'option de l'interchange jusqu'à 1200 km. La seule différence, c'est que ça, c'est au coût de marché. C'est aux frais de marché. Donc, à moins que les expéditeurs veulent un coût moins élevé, c'est la seule raison pourquoi qu'on peut penser qu'ils veulent avoir l'extension à 160 km. Vous avez fait référence à un système d'arbitrage, je n'ai pas trop bien compris. Pouvez-vous, je ne suis pas familier du tout avec ça, pouvez-vous nous élaborer un peu comment ça fonctionne quand les gens se sentent brimés, là, les producteurs? L'association, l'Agence de Transport Canada, le Canadian Transportation Agency, ont un processus en place où ce que les expéditeurs peuvent demander que l'agence intervienne, en fait, s'il y a une résolution, s'il y a une if there's a dispute resolution. OK? Donc, ils ont des processus en place, en fait, d'arbitrage, en fait, d'avoir l'agence se prononcer sur une situation qui touche le service. Comme j'ai mentionné, l'interchange à longue distance est disponible jusqu'à 1200 km. Donc, il y a des processus en place pour protéger les expéditeurs si le service n'est pas convenable. Mais comme j'ai mentionné, les prix les moins élevés au monde, avec un service qui donne le service aux clients là, de jour à jour. Peut-être